Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Antoine Sport, supporter numéro 1 du football. toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. OneXBet, tout le monde a une chance. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Coupe sur la 2. Nous sommes à la veille du démarrage des 8e de finale et nous parlerons donc des 2 matchs de demain mais aussi des actualités autour de la compétition. J'ai pour habitude d'être très bien accompagnée sur mes plateaux et c'est le cas encore ce soir où je reçois un voisin de la sous-région. Il porte le drapeau de la Centrafrique fièrement. Aimé Christian Ndota, journaliste Actu Sport Centrafrique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Cathy et merci de nous recevoir. Alors comment se passe la compétition depuis que vous êtes arrivé? Vous êtes là depuis le 9 janvier. Oui, je suis là depuis le 9 janvier exactement, mais je suis allé directement de Douala, je suis allé directement à Bafoussam pour suivre le groupe B, plus le match Burkina-Éthiopie. Et ensuite, je suis revenu ici à Douala pour suivre les matchs entre la Côte d'Ivoire, Algérie et puis Mali, Mauritanie, mais tout se passe très 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 bien. Le seul problème que j'ai eu, c'était la distance entre Aqua et Japoma où les embouteillages ont créé des situations un peu tendues, donc descendre de voiture, prendre une moto et aller rapidement pour rattraper le match. Voilà. Sinon, ça se passe bien. C'est aussi ça la magie de la compétition. Tout à fait. Et justement, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le rendez-vous des enfants du continent. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Madi Touré, président de Génération Foot, un centre de formation au Sénégal, le centre de formation qui a vu justement Sadio Mané, Papis Cissé, Ismaël Assar ou encore Pape Matassar. On aura l'occasion d'en parler. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame et tout le plaisir pour moi de venir au Cameroun. Alors vous êtes là depuis combien de temps? On est là je pense depuis le début, depuis le 7 janvier, nous sommes déjà au Cameroun et c'est un réel plaisir et c'est pas la première fois que je viens au Cameroun.
Alors, juste à côté également, monsieur Tierno Sidi, j'espère que je prononce bien. Vous êtes agent de joueur et justement, l'histoire ou la légende raconte que vous avez été l'agent de Didier Drogba, la légende du football africain, et présentement agent de Ismaël Assar, Pape Matar et Crépin Diatta. Bienvenue sur ce plateau, bonsoir. Merci, bonsoir et merci de nous avoir accueillis dans vos studios. C'est toujours un vrai plaisir, effectivement, d'échanger avec nos confrères, nos amis camerounais. Un pays agréable où je prends plaisir d'être. On est là depuis le début avec mon ami Madi Touré. Et c'est vrai qu'on se sent chez nous. Voilà. Et puis bon, on verra autour de l'émission tous les sujets qu'on pourra débattre avec un grand plaisir. D'accord. Alors, vous l'avez compris, des invités de marque. Et pour boucler le panel, c'est mon attaquant préféré, toujours à mes côtés, monsieur Yves Tchamade, le consultant à Maison. Yves, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, Catherine. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie Chupana et bonsoir tous ceux qui nous... Alors, Yves Tchamade, on vous voit un peu partout. À la limite, je croyais que vous ne seriez pas des nôtres ce soir, tellement vous êtes sollicité par la presse étrangère sur le terrain. Ça va? Oui, ça va. C'est une compétition. Il faut la préparer comme le football prépare une compétition. Il faut être paré à l'événement. Il faut se rendre disponible. Il faut être assez énergétique pour pouvoir être présent sur tous les jours. Alors, c'est un peu plus calme maintenant. On est passé la phase de groupe avec des matchs qui s'enchaînent, mais la compétition prend un galon et devient de plus en plus sérieuse. Alors, on va parler des affiches de demain. Tout d'abord, Burkina Faso et Gabon. La rencontre sera à 17h du côté de Limbé. Ironie du sort, les deux équipes s'affrontent en match de préparation à Dubaï avant de se rencontrer en huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois-ci, bien évidemment, l'enjeu est plus grand. D'un côté, on a Kamou Malo qui ne veut pas se fier aux résultats de cette rencontre qui avait donné justement les étalons victorieux, 3-0, un match amical. Et voilà, et Patrice Neveu qui lui tire les leçons de l'échec et se dit préparé à toute éventualité. Alors avant de livrer votre opinion sur cette affiche de demain, nous suivons d'abord un extrait de la conférence de presse des étalons du Burkina. Ton but pour l'équipe de Burkina Faso à bout de match de Gambia. Comment vous voyez le match et comment vous avez trouvé cette situation? C'est important pour la santé des joueurs avant le match. Merci. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que nous avons eu 0 cas Covid. C'est une bonne nouvelle comme vous l'avez si bien dit, parce que depuis le début de cette cas, nous n'avons pas été épargnés. Dans toutes les écuries. Alors donc nous on a eu un 0 cas positif hier, donc nous sommes très contents. Alors quant au match, c'est un très bon match parce que c'est quand même un match à élimination directe. Donc j'ai résumé un peu l'histoire, ce n'est pas un match de groupe, c'est un match à éliminatoire direct, il faut un vainqueur. Donc nous nous préparons pour ça, nous savons que il faut gagner, il faut partir. Donc comment je me sens, si je suis stressé, si j'ai la pression, oui, mais j'appelle ça toujours la bonne pression. Un coach sans pression à la veille de match, ça veut dire que vous êtes en vacances. Alors nous savons que le match de demain est très important, donc nous avons envie de faire des résultats. C'est normal qu'on ait ce stress qui nous accompagne habituellement. Que nous ayons cette pression, en tout cas qui nous pousse en tout cas à nous transcender. Je suis Petra Martin, n'a rien. C'est juste un choix de coach. Et pour ce match, je dis qu'on est stressé. Parce que c'est un huitième de finale. Mais pas pour autant parce qu'on se dit que c'est un match de football.
Et voilà des extraits de la conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de demain face au Gabon. Yves Tchamadeu, je commence par vous. Le Burkina, une présentation brève de cette équipe dans la compétition avant votre réaction. Les étalons déjà affichent complet, pas de cas Covid. Une défaite face au Cameroun, un nul face à l'Éthiopie, une victoire face au Cap-Vert. Bilan, 3 buts inscrits et 3 buts encaissés. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Burkina Faso? Moi, je pense que pour moi, le Burkina, c'est une équipe joueuse, il faut le dire. C'est une équipe joueuse. Je crois que le Burkina est l'équipe qui a donné pas mal de difficultés au Cameroun en ces matchs de poule dans le jeu. Je pense qu'il y a une très bonne adversité burkinabé lors du match face au Cameroun. Et pour moi, le fait d'avoir 0 cas Covid est une très bonne nouvelle pour le Burkina qui a toujours eu des difficultés dans ce sens-là durant la compétition. Vous savez, comme le Cameroun, elle a été quand même privée de quelques joueurs 4 pour ce match dû au cas Covid. Et ensuite, il y a eu des cas Covid aussi lors du match face au Cap-Vert. Notamment, je pense que le capitaine Bertrand Traoré n'était pas là. Donc aujourd'hui, l'entraîneur dispose de tout son effectif. C'est un très bon point. Et vous savez, ce sont les matchs couperets. Le Burkina quand même connaît ce niveau de la compétition. Le Burkina a eu à jouer la finale en 2013 de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. Le Burkina a fini quand même 4e de la Coupe d'Afrique en 2017 au Gabon. Donc, et le Burkina avait joué en phase de poule. Ce Gabon-là, ils avaient terminé sur un score de but partout. Donc pour moi, le Burkina, c'est pas un but à ce niveau de la compétition. Le Burkina sait quand même comment on aborde ce genre de match. Je pense qu'elle a même plus d'expérience, cette équipe burkinabé par rapport au Gabon. Donc je pense que pour moi, le Burkina est une équipe qui posera beaucoup de problèmes à l'équipe gabonaise. Et je l'ai dit, c'est l'une des 8e pour moi qui semble très équilibrée en termes de force en présence. Alors, Aimé Christian, est-ce que vous êtes de l'avis de Yves Tchamadeu avec le Burkina qui a commencé sa compétition avec une défaite et qui a un bilan, on va le dire, assez équilibré en termes de victoire, mais aussi qui a déjà eu son lot de défaites et de buts encaissés? Oui, tout à fait. Bon, j'ai eu la chance de suivre le match Burkina-Éthiopie à Bafoussam. Et j'étais parmi les supporters burkinabés qui étaient, j'allais dire, remontés parce qu'ils ont failli perdre le match, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir, moi-même je ne m'attendais pas à voir l'Éthiopie faire une telle résistance, d'où le match nul. Et je pense que tous les supporters, tous ceux qui étaient là étaient repartis un tout petit peu déçus. Et effectivement, j'ai vu un Burkina en première mi-temps bien posé, jouant un bon football, mais s'est laissé dominer à la deuxième mi-temps par l'Éthiopie. Donc, comme on le dit, le match contre le Gabon en préparation, ensuite la compétition avec le Cameroun, le Cap-Vert et l'Éthiopie. Maintenant, nous sommes dans une phase coup-près, donc c'est celui qui va marquer, c'est celui qui va bien jouer, qui va probablement gagner. Mais ce sera, à mon avis, un match qui sera équilibré parce que, comme l'a dit le coach, il assume, il se met la pression dès le départ pour que ces joueurs puissent faire la différence demain à Limbé. D'ailleurs, j'irai à Limbé pour aller suivre cette rencontre-là. Alors, Tierno Seydi, le coach, on l'a entendu, il faut rester concentré pour un match comme celui-là, vu avec tout le lot de stress, puisque là, c'est élimination directe, ça augmente de l'adrénaline au sein de la sélection. Ça me semble logique que le coach effectivement soit sous pression. C'est logique. Aujourd'hui, pour moi, on rentre dans une phase. Pour moi, la CAN commence. Vous savez, j'ai toujours dès le début dit que la CAN à 24 équipes, c'est bien parce que tout le monde participe à la fête. C'est la fête du football africain, les petites nations. Quoiqu'il n'y a plus de petites nations dans le football maintenant. Mais pour moi, la vraie CAN commence maintenant. Donc forcément, c'est des matchs couperés à élimination directe. Pour parler des deux équipes, des forces en présence, oui, le Burkina a un vécu. Finalistes, demi-finalistes, ils sont toujours présents. Et ils ont un groupe assez homogène avec beaucoup de bons joueurs et puis avec un Bertrand qui joue vraiment en taille patron. On a vu, quand il n'était pas là, on a vu que c'était un élément important de l'équipe. L'équipe gabonaise aujourd'hui me surprend agréablement parce qu'ils ont perdu leurs 2 stars entre guillemets parce que pour moi je pense qu'aujourd'hui on parle plus d'équipe. Et aujourd'hui, alors, c'est une question qui va se poser après la CAN, parce qu'aujourd'hui, avec le départ des 2 soi-disant grandes stars de cette équipe, l'équipe joue beaucoup mieux, on a l'impression. Quand vous voyez la performance sortie par l'équipe du Gabon contre le Maroc, vous donne une idée du sens du collectif qu'on peut avoir, de l'état d'esprit. Alors, je pense qu'ils vont surfer sur cela, et comme je dis, c'est le match le plus indécis. Et je rejoins tout à l'heure les propos que j'ai, ça va être un match très indécis.
on ne peut pas dire qu'il est favori, parce que ça va se jouer à des détails près, mais je pense qu'on assiste à un agréable match. Alors, Madi Touré, est-ce que vous aviez parié sur une équipe comme le Burkina pour attendre les huitièmes de finale et même le Gabon au départ? Est-ce que vous voyez ces deux équipes franchir la phase de groupe? Bon, de toute façon, dans cette compétition, il n'y a plus de petites équipes. Et aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, le fait que le Burkina est une équipe joueuse, aussi le Gabon est une équipe joueuse. Et pour ma part, l'équipe qui aura plus de mental gagnera ce match. Et aujourd'hui, dans cette compétition, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le mental. Et aujourd'hui, toutes les équipes se valent. Donc, si je dois donner un avis, je dirais que le meilleur gagne. Parce qu'aujourd'hui, sur le côté Burkina, j'ai une petite pensée, mais quand je pense au Gabon, j'ai mon père qui a vécu plusieurs années au Gabon. Donc, je peux donner favori à l'équipe gabonaise. Alors, on parle justement du Gabon. On l'a dit en début de cette compétition, la Covid-19 est venue s'installer en star de cette compétition, de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Gabon enregistre une bonne nouvelle avec le retour de quarantaine de Denis Bouanga, l'attaquant de Saint-Etienne, qui permettra à l'équipe certainement de moduler son animation offensive. Écoutons tout d'abord Patrice Neveu qui dit avoir tiré les leçons de l'échec face au Burkina en match amical, la phase préparatoire où les étalons se sont imposés 3-0 sur son équipe. Je pense que par rapport aux trois premiers matchs qu'on a pu faire, effectivement, comme vous l'avez dit, on a rencontré beaucoup de problèmes. Encore hier, on en a eu d'autres avec un joueur qui était négatif. On est parti de Yaoundé, le joueur était négatif. Et arrivé ici, il était positif. Et d'autres membres du staff. Bon, maintenant, pour moi, en tant que sélectionneur, l'objectif, c'est de garder les problèmes, de les gérer en interne, comme je l'ai dit, et surtout d'y faire face, et que ça n'atteigne pas le moral des joueurs et l'environnement. Donc, moi j'ai demain, bien sûr, conscient de l'importance de la rencontre. Et ce qui m'importe, c'est surtout la récupération des joueurs, parce qu'on a juste déplacé quand même à Limbé, c'est un changement pour nous. Bon, la séance d'entraînement d'hier était très intéressante. Les joueurs sont toujours extrêmement concentrés et ont vraiment en tête de tout faire, en tout cas, pour passer le tour. Christelle Paris de la RTB. Bonjour Alex. Dites-nous, vous connaissez bien cette équipe du Burkina. Selon vous, donc, ce premier match de huitième de finale, quelle sera la clé de cette rencontre? Pour Alex, comment se sent la famille après le départ de Dieu? On a l'impression que vous êtes transcendés. La clé du match, ce sera, je dirais, comme pour tous les matchs, la qualité du jeu qu'on va proposer. Voilà, on s'excuse pour la qualité de cet élément. Alors, on le disait il y a quelques instants, le Gabon a eu un parcours atypique, on va le dire, dans cette compétition. Déjà, Yves Tchamadeu, on se souvient de l'arrivée du Gabon dans la ville de Yaoundé. L'équipe qui refuse de rester à l'hôtel qui a été choisi pour la sélection. Après, il y a eu des cas comme ceux de Aubameyang et Lemina au sein de l'équipe, mais elle se retrouve quand même en huitième de finale. Et cette fois-ci, le déplacement à Limbé que Patrice Neveu soulignait tout à l'heure. Le parcours du Gabon en chiffres, c'est 2 matchs nuls face au Maroc et au Ghana. 2 buts partout et 1 but partout pour les différentes rencontres. Une victoire sur les Comores, 4 buts inscrits et 3 buts encaissés. Yves Tchamadeu, le Gabon a quand même, d'une certaine manière, vu l'actualité qu'il y avait dans cette équipe, créé la surprise pour ces huitièmes de finale.
Oui, c'est vrai qu'à l'arrivée du Gabon, on a plus retenu cette situation parasportive que nous avons vécue à Yaoundé, avec le refus d'intégrer l'hôtel qui avait été choisi par la Confédération africaine en collaboration avec le COCAN. Donc on s'est plus dit, voilà, cette équipe, quand elle commence comme ça, comment est-ce qu'on pourra ressentir l'ambiance au sein de l'équipe. Mais vous savez quand même que le Gabon, avant même d'arriver au Cameroun, il y avait eu des soucis en stage, il y avait des problèmes d'indiscipline. Je pense qu'à Dubaï, il y avait des problèmes d'indiscipline. Donc quand l'équipe arrivait même, je pense qu'elle n'était pas très forte, je veux dire, en termes de solidarité, en termes de solidité même, avec ces petits problèmes qu'il y avait au sein du groupe. Et je pense qu'à l'entame de la compétition, cette victoire, pour moi, contre le Comore, a créé un déclic. Parce que si le Gabon perd ce match contre le Comore, rassurez-vous, ça ne devait pas être la même compétition par la suite. Parce que ça devait entraîner un réel doute au sein du groupe. Après, il y a eu l'affaire Lemina et Aubameyang. Vous imaginez, ça devait amplifier quelque chose dans le groupe de négatif. Donc, la victoire face au Comore, honnêtement, vous avez même vu comment le peuple gabonais a été fier de cette victoire des Gabonais. Ça a libéré le groupe en l'absence des joueurs comme Aubameyang, comme Lemina. Quand ils gagnent ce match, ils savent qu'ils sont à un point, au moins d'un meilleur troisième pour participer au second tour. Donc ça a été vraiment un déclic dans la tête du groupe des joueurs gabonais. Et ensuite, il y a cette grosse performance contre le Maroc en l'absence des deux joueurs. Et je pense que ça a été un mal pour un bien parce que forcément, n'ayant pas la cuisine interne de ce groupe, ça a libéré un certain nombre de choses. Parce que quand vous voyez les footballeurs comme ça, il y a toujours des petits clans, il y a toujours des situations difficiles à vivre dans le groupe. Je crois que le départ de ces deux joueurs, 4, pour moi, ça crée honnêtement un déclic dans la tête de certains joueurs. Et moi, je crois que c'est l'une des recettes aujourd'hui de cette équipe gabonaise qui fait preuve de solidité, de solidarité et même d'incertitude quant à ce match face au Burkina Faso. Alors, Tierno et Christian, vous aviez suivi un peu l'actualité autour de cette équipe du Gabon. Est-ce qu'on s'attendait avec tous ces couacs à avoir une équipe comme celle-là en 8e? Bon. Moi, je dis ils avaient intérêt. J'aime bien le terme cuisine interne. Il y a quelque chose qui s'est passé en interne. Je suis presque sûr qu'ils ont dû en discuter entre eux, les joueurs probablement, pour ne pas être ensuite taxés. Parce que s'ils étaient éliminés, c'est sûr que la rivale Libreville aurait été chaotique pour eux-mêmes. Je pense qu'ils ont dû prendre conscience et de prendre les choses en main en l'absence de leurs deux leaders. Donc je pense que c'est ça qui a fait. Et puis également, pour ceux qui connaissent un peu la sous-région, il y a souvent une rivalité entre le Gabon et la Guinée équatoriale. À plusieurs niveaux, j'entre pas dans les détails. Donc, voir la Guinée équatoriale évoluer et que le Gabon reste à la traîne, je pense que le déclic est venu de là aussi, quelque part. Tierno. Écoutez, c'est un spécialiste de la sous-région. Donc on prend note de ce qui nous a passé l'information. Je ne savais pas qu'il y avait autant de rivalités entre les pays, mais c'est de bonne guerre. C'est une rivalité sportive. Non, mais moi, je pense que les Gabon, je pense qu'il y a une prise de conscience des joueurs. Oui. Parce qu'il faut dire les choses. Au début, personne ne les attendait. Comme vous disiez l'autre monsieur, Yves, oui, je pense que le premier match change fondamentalement la donne sur le parcours des Gabonais. Parce que tu gagnes ce match, comme je dis, il te vaut un point. Et quand tu vois le match qui te sort, parce que personne n'aurait parié parce que tu joues le Ghana, tu joues le Maroc, c'était les deux favoris du groupe. Donc forcément, les Gabonais, aujourd'hui, c'est la surprise du chef dans cette poule. Donc il y a une dynamique qui s'est créée. À partir, des fois, il y a un petit truc qui s'est passé, personne ne peut l'expliquer parmi nous. Mais forcément, il y a quelque chose qui s'est passé et ça a peut-être créé ce déclic-là. Ils sont allés chercher cette qualification et c'est tout en l'honneur des jeunes... du collectif gabonais. Parce que moi, je parle du collectif surtout. Parce que je n'aime pas trop mettre en avant, même si tout le monde reconnaît le talent unanime de Pierre Aubameyang, tout le monde connaît le talent de Lemina, qui sont les leaders techniques de cette équipe-là. Mais à un moment donné, être leader technique demande des attitudes, des qualités qui n'ont pas malheureusement apporté autour du groupe. Et ça a peut-être créé un déclic. Et c'est peut-être un mal pour le bien parce que ça va faire réfléchir sur le futur de cette équipe nationale du Gabon. Alors, on a cette belle affiche donc de demain à Limbé, 17h, les étalons du Burkina Faso qui se feront face aux Panthères du Gabon. On va rester justement sur cette affiche et
aller du côté de Garoua. Il sera 20h au Rumdeadja Stadium quand le Nigeria recevra la Tunisie. Alors là, on a le duel entre les Super Eagles qui ont réussi un sans faute en phase de groupe et les Aigles de Carthage qui ont volé un peu plus bas, troisième de leur poule, déjà désavantagé. Pour la Tunisie, Wabi et Kazri sur le banc et aussi le sélectionneur Monder Kebaïr qui ne sera pas de la rencontre de demain. On l'a vu que c'est le coach adjoint de la sélection Jalel Kadri qui a pris la parole lors de la conférence d'avant-match. Cependant, il a déclaré on sait ce qu'on a à faire demain pour la victoire. Alors Yves Chamadeu, on a quand même la Covid-19 qui s'impose dans une équipe comme celle de la Tunisie qui n'était pas déjà en bon point quand on regarde la phase de groupe. Oui, en fait, avant la compétition, on le disait déjà, moi, je pensais que la Covid devait avoir une influence positive ou négative sur certaines équipes. C'est-à-dire que la gestion de la Covid devait être un paramètre important dans l'atteinte des objectifs de cette compétition. Vous avez une équipe du Sénégal qui a été, pour moi, freinée dans son élan en termes de compétition par rapport à cette pandémie-là. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. À un moment donné, peut-être on ne peut pas s'en empêcher parce que ça a une contamination facile. Il y a des tests, vous avoir peut-être la meilleure hygiène de vie, mais après, on fait un test, vous êtes dépisté positif. Donc, c'est compliqué, mais je crois que c'est un élément qu'on ne maîtrise pas et qui vaudra quand même son influence autour de cette compétition. Maintenant, s'il faut revenir à cette rencontre, je pense que l'entraîneur tunisien a bien fait de dire qu'ils savent ce qui les attend demain. Vous savez, la Tunisie avait rencontré cette équipe nigériane en match de classement de la CAN 2019 en Égypte. Ça s'était soldé sur un score de 2-0 pour les Nigérians. Donc, c'est deux équipes qui se sont récemment rencontrées en compétition de Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, il y a aussi le fait que l'équipe de Tunisie, pour moi, c'est ce genre d'équipe qu'on n'attend pas en termes d'affiches. C'est-à-dire qu'elle ne vous présente jamais un effectif de stars, de gros noms. Mais regardez un peu la CAN 2019. Elle avait terminé en phase de poule avec 3 points comme meilleur troisième et demi-finaliste de la compétition. Parce qu'il y a de l'expérience, il y a l'esprit de compétition. Donc, c'est vrai qu'en termes d'affiches, ça va quand même tout petit peu déséquilibrer quand on voit ce que les deux équipes ont présenté en match de poule. Vous avez une équipe nigériane XL lors du premier tour, 3 victoires, 9 points avec 6 buts marqués, avec une grosse performance dans le contenu contre une équipe tunisienne qui a perdu contre la Gambie, pour moi, qui s'est tellement entamé les gars sur le plan mental avec un carton rouge. Donc c'est déséquilibré, mais après le Nigeria face une équipe d'expérience en termes de phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on a les Aigles du Nigeria, les Aigles de la Tunisie qui ne volent pas au même niveau quand on regarde le bilan du début de cette compétition. Déjà pour la Tunisie, c'est une victoire face à la Mauritanie, une belle victoire 4-0 et 2 défaites face au Mali et à la Gambie qui était à sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc 4 buts inscrits et 2 buts encaissés. Et à côté, le Nigeria qui était considéré comme outsider au début de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui finalement s'est révélé être un favori avec une cape de conquérant. 3 matchs, 3 victoires, 6 buts inscrits, un seul but encaissé. Il faut dire que le Nigeria est vraiment sur une bonne lancée. Alors Madi Touré, comment est-ce qu'on affronte une équipe comme celle-là qui, on va le dire, a le vent en poupe, a tous les chiffres en sa faveur pour une rencontre de 8e de finale où on a quand même un joueur sur le banc de touche et le sélectionneur. On se retrouve avec le sélectionneur adjoint. Ça rend quand même les choses compliquées pour une rencontre de cette envergure. Oui, c'est vrai. En tant que dirigeant, ça rend les choses très, très compliquées. Mais vous savez, à ce niveau de la compétition aujourd'hui, on a l'habitude de dire l'entraîneur. C'est vrai, il faut avoir un entraîneur. Mais quand on a des joueurs aussi d'expérience qui sont dans cette équipe, en jouant un match de 8e de finale, on doit représenter dignement son pays. Maintenant, le Nigeria, tout le monde l'a vu jouer, 3 matchs de haute facture. Ça, tout le monde l'a vu. Maintenant, comme il l'a si bien dit Yves, que l'équipe tunisienne a à chaque fois bien joué les matchs et puis on va jouer quand même les 8e de finale. C'est sur un dé, tout est possible en football. Et aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, nul n'est indispensable. Et qu'aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, l'équipe qui aura plus de mental gagnera ce match. Et aujourd'hui, on a vu le Nigeria produire un beau jeu. Mais en matière de football, ça va
très vite dans les deux sens. Maintenant, il faudra s'attendre à un beau match et que le meilleur gagne. Et toujours au sujet justement de l'actualité concernant la Covid, on l'a vu avec la Tunisie, avec ces 2 cas qui viennent handicaper l'équipe. Aimé Christian, on s'attend à ce que la suite, bien sûr, que ce soit au niveau des 8e de finale, des quarts de finale, que la Covid vienne un peu semer la panique au sein des équipes. Juste après votre réaction, on parlera de ces 12 cas de Covid enregistrés dans l'équipe des Comores. J'allais dire malheureusement que ces cas interviennent, j'allais dire au fur et à mesure, parce que bon, certains arrivent, il n'y a pas de Covid, et ensuite on fait des tests. Il faudra peut-être trouver une solution. C'est quelque chose qui est arrivé, et comme le disait Diaby tout à l'heure, il faut faire avec. Il faut faire avec parce qu'on n'a pas le choix. C'est la Covid, mais on a vu également des joueurs à une certaine époque avoir des problèmes intestinaux qui les empêchaient de jouer. Donc, c'est une maladie qui est arrivée. Malheureusement, il faut le faire avec. Et puis, on essaie d'avancer. Mais je voulais quand même dire, concernant ce match, parce que bon, la Covid s'est installée, on fait avec. Le Nigeria, moi, dès que j'ai vu les 2 premiers matchs du Nigeria, j'ai vu une équipe vraiment... Je ne m'attendais pas à voir ce Nigeria. Et la plupart des joueurs, honnêtement, je ne les connais pas. Ils ne sont pas connus comme le Nigeria qu'on a connu à une certaine époque. Et Simon, moi, je l'ai découvert. Et je pense aux 2 premiers matchs. Ensuite, après, quand j'ai vu le 3e match, je me suis dit, ça, c'est l'équipe vraiment que je vois aller très loin. Je ne fais pas de pronostic, mais le Nigeria va aller très loin, à mon avis. Et je pense que... D'ailleurs, je viens de lire au niveau de la CAF, il y a un service technique qui fait les statistiques, combinaisons statistiques. L'entraîneur, le meilleur entraîneur du premier groupe, c'est l'entraîneur nigérian que je ne connaissais pas également. Donc, vous sentez qu'il y a un travail qui a été fait, les joueurs sont complémentaires, il n'y a pas un leader forcément, même si Simon, je crois, est sorti du lot avec une très belle prestation. Donc, je vois déjà le Nigeria arriver à un certain niveau le 6 février. Mais Yves Tchamade, justement, parlons de ce sélectionneur. Il y avait eu des problèmes sur le banc nigérian avant l'arrivée en compétition, si je ne me trompe pas. Comme ça, quand même, il y a le résultat quand même d'un gros travail de monsieur comme Ganetro dans cette équipe. Il faut reconnaître quand même qu'il est pour beaucoup dans ce qui se passe aujourd'hui avec le Nigeria par rapport à ce qu'il avait fait depuis 2017. Vous savez, le Nigeria a manqué la Coupe d'Afrique de 2017 au Gabon. Ils se sont rapidement mis au travail. Il y a eu des éliminatoires de la Coupe du Monde. Moi, j'étais au Nigeria quand ils ont joué contre le Cameroun. On a pris une raclée 4-0 avec de la qualité dans le jeu. Donc, et puis, il y a eu une très bonne intégration des jeunes au sein de l'équipe nigériane. Des joueurs comme les Iwobi, les Neacho, qui montaient en puissance à cette époque. Et vous avez vu en 2019 les résultats demi-finales de la Coupe d'Afrique. Donc, pour moi, quand le Nigeria venait, moi, je voyais le Nigeria comme une équipe, un sérieux prétendant. Même si, quand Ganetro part, quand il est limogé, j'ai des inquiétudes sur comment est-ce que l'entraîneur fera pour maîtriser ce groupe qui pour moi était déjà une famille et puis il devait certainement avoir un électrochoc, mais quand on voit ce résultat on se rend quand même bien compte que l'entraîneur a su se fondre dans le groupe, parce que ça ne devait pas être le contraire. C'est pas les joueurs qui devaient se mettre dans l'équipe de l'entraîneur, mais l'entraîneur lui, parce que il vient voir un groupe déjà constitué et s'il prend mal, il peut créer des clans et ça va dans tous les sens. Mais là, il a su comment s'intégrer au sein du groupe, faire des choix judicieux au sein de l'équipe, et après cette victoire face à l'Égypte a libéré complètement ses joueurs, parce que c'était le match phare de cette poule, l'équipe favorite de la poule, l'équipe la plus titrée de cette compétition. Donc pour moi, je crois que le Nigeria a beaucoup plus surpris dans sa manière de jouer, dans l'élaboration de son jeu. Mais en termes de résultats, je ne suis pas très surpris de voir le Nigeria quand même sortir de cette poule. Et je ne serais pas surpris qu'elle aille très loin au vu d'une certaine traçabilité depuis 2-3 ans. Je voulais ajouter quelque chose rapidement. Vous savez que la RCA, la République centrafricaine, a battu le Nigeria en éliminatoire de la Coupe du Monde. Au Nigeria. Une surprise extraordinaire. Personne ne s'attendait à ça. Donc je pense qu'il y a eu un relâchement. Bon, après, à Japoma, quand ils sont venus, puisqu'on a joué tous nos matchs ici au Cameroun, dû à l'indisponibilité de nos stades, ils se sont rattrapés rapidement, ils ont posé leur jeu, et puis c'est très facile finalement, quoi. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Alors, en antenne, tout à l'heure, on parlait de la Covid-19 avec l'ami Tierno Siedi et des cas qui sont déclarés dans certaines sélections. Il y a les Comores. On quitte un peu les rencontres de demain, dimanche, pour se projeter jusqu'à lundi avec le match Cameroun-Comores, soit le match entre celui qui reçoit la Coupe d'Afrique des Nations et cette équipe des Comores qui est en train de créer sa success story avec cette compétition, une participation et une qualification pour les 8e de finale. C'était presque inespéré. On a vu toute l'ampleur de cette qualification pour les 8e.
Et la mauvaise nouvelle qui s'installe aujourd'hui, 12 cas de Covid au niveau de la sélection. Alors je vous propose, avant de réagir, d'écouter El Haddad Imidi, le manager général de l'équipe des Comores. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc un point important aujourd'hui, j'ai pas que de bonnes nouvelles à vous annoncer. On a appris après les tests de ce matin que nous avions 12 cas dans la délégation, dans l'équipe qui a été touchée par le Covid. Au premier rang desquels malheureusement le coach Amir Abdou et ainsi que nos deux gardiens, Ali Hamada et Moyad Housseni. On a également Nakibou, Aboubakari qui a été touché, Yassine Mourane, Mohamed Mouchagama, Kassim Abdallah et Alexis Soahi qui sont aujourd'hui positifs au virus, donc ils ne pourront pas faire part au jeu. Et voilà, donc aujourd'hui on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. On a aussi également deux membres du staff, à savoir des kinés qui ont été touchés par le virus. Donc voilà, c'est un moment assez difficile. On essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives. Mais comme vous le savez, sans le coach, sans l'ombre des joueurs majeurs et surtout sans nos deux seuls gardiens qui restaient, voilà, la situation est assez compliquée. En tout cas, on ne perd pas espoir. On espère rapidement trouver des solutions. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, la Covid-19, je le disais il y a quelques instants, la star de cette compétition, quand il y a 1 cas, 2 cas, 8, mais là, on a une équipe qui a 12 cas de personnes infectées, le sélectionneur, les deux gardiens. C'est quoi la suite, Yves Tchamadeu? Comment est-ce qu'on vit une situation comme celle-là alors qu'on est en train de faire quelque chose d'historique pour son pays? C'est vrai que je suis dérangé parce que c'est face au Cameroun, honnêtement. Après, ça peut prêter à confusion. Donc, c'est le petit bémol que j'ai à ces résultats-là. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui devait forcément influencer la compétition. Et quand je me mets à la place des Comoriens, je me dis comment est-ce qu'on joue un tel match sans un gardien de but? Parce qu'on vous dit les deux gardiens sont positifs au test. Et le gardien qui était là, Ben Buena, évoluant en 3e division, 4e division en France, avait été blessé lors du match face au Ghana. Est-ce qu'il sera apte à jouer contre le Cameroun? S'il ne l'est pas, qui jouera dans le but? Donc, je n'arrive pas à répondre à cette question parce que je ne sais pas comment ça va s'organiser déjà. Puisque là, au lieu de penser, l'entraîneur ne sera pas sur le banc, mais au lieu de penser en salle d'entraînement, quel est le système de jeu qui mettra en place pour jouer contre le Cameroun, quels sont les joueurs qu'il pourra utiliser, il se demandera avec qui je ferai pour jouer. C'est ça la question. Parce que là, il a forcément des joueurs cadres qui ont été touchés, c'était un membre de la délégation, surtout ce problème de gardien de but. Donc vraiment, ça s'annonce très difficile. Je ne sais pas si avant le match, on fera notre test pour vérifier ou encore ils vont demander une contre-expertise, on ne sait pas. Mais honnêtement, à leur place, à l'heure actuelle, ils sont plus plongés dans ce scénario de Covid là que la préparation de ce match face au Cameroun. Alors vous faites bien de parler de contre-expertise et aussi du fait que ce soit une rencontre face au Cameroun. Il faut préciser quand même que l'équipe en charge des tests, pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est pas le Cameroun qui réalise les tests, voilà, c'est une équipe externe. Et en face, on a une équipe du Cameroun qui n'a pas de cas Covid, en tout cas pas pour le moment, comme d'autres équipes aussi. Comme vous le disiez, Yves Tchamadeu, bonne fortune et mauvaise fortune pour certains. On a des équipes comme la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore enregistré de cas Covid, le Cameroun et bien d'autres équipes qui se retrouvent dans cette situation. Alors, Tierno s'est dit, moi, ma question, c'était, on se retrouve à une Coupe d'Afrique des Nations qui est particulière avec la Covid-19. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir des aménagements aussi particuliers pour un cas comme celui-là, comme l'a mentionné Yves Tchamadeu, 12 cas dans la sélection, ça réduit carrément de moitié l'effectif. Malheureusement, on ne change pas les règles du jeu. Une fois que ça a commencé, c'est sûr que c'est un cas de figure qui est un peu gênant. Ce cas est très gênant parce qu'effectivement, tu es face à un adversaire démuni. Ça enlève tout sous suspense. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le match, il est plié. Tu n'as pas de gardien. Pour moi, après, c'est comme ça. Tout le monde connaissait les règles du jeu en amont. Donc, comment faire? Il n'y a pas d'aménagement possible, c'est comme ça. Ou ils déclarent forfait, ils perdent le match, ou on les laisse jouer, sachant qu'il n'y a aucun suspense, parce que je pense que le Cameroun va passer.
Donc, et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, c'est une question de santé publique. Hein, c'est une question de, c'est pas parce que deux ou trois personnes ont décidé, c'est une maladie qui est là. On essaie de prendre à vivre avec. On ne peut pas déroger à certaines règles, c'est établi. Et puis voilà, malheureusement, c'est tombé sur nos amis comoriens qui sont la belle surprise de cette CAN. Hein. C'est vraiment une équipe très joueuse. Tout le monde a... En fait, c'est l'équipe de cœur aujourd'hui de cette CAN, du premier tour en tout cas. Et c'est dommage. Peu avec la Gambie aussi. Oui, avec la Gambie, bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça leur tombe dessus. Peut-être que ça tombera un jour sur le Cameroun. Hein. C'est rien, qui sait. Hein. Même si... non, mais c'est ce que je ne vous le souhaite pas, parce que je ne vais pas être dans la position du sélectionneur. Mais bon, c'est comme ça, la règle est établie pour tout le monde, on doit la respecter. Justement, comme vous le disiez il y a quelques instants, il y a cette aire de suspicion autour de... Ça, je ne vous le fais pas dire, c'est vous-même. C'est comme le Cameroun, c'est ça qui est gênant. On se rappelle du Chan, où lors des quarts finales face à la RDC, il y avait eu un scandale, la RDC qui a demandé une contre-expertise, et la contre-expertise dont les résultats étaient contraires par rapport à ce qu'il y avait eu au préalable. Donc, et puis voilà, il y avait certains joueurs qui ne pouvaient pas participer, qui ont finalement participé. Donc on connaît tous, et je crois que c'est ça qui avait poussé la CAF à avoir un organisme indépendant qui devait gérer ça. Mais jusque-là, voilà, ça peut toujours prêter à confusion. Mais comme l'a dit Thierno, c'est une question de santé publique. On fait confiance à ceux qui ont fait ces tests et on fait confiance à ces résultats. Alors justement, ce sujet nous permet d'embrayer sur un autre, juste avant de parler de la Covid-19 et son impact en général sur la compétition, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur cette première phase pour analyser la compétition depuis le début. On va rapidement parler du tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde avec 5 rencontres au programme. Je sais pas si à la réalisation on peut avoir l'affiche pour vous, messieurs. D'abord, on a la confrontation Égypte-Sénégal. Après, Cameroun-Algérie, Ghana-Nigeria, RD Congo, Maroc et Mali-Tunisie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai eu, quand j'ai vu les affiches de ces tirages, je me suis dit, ça s'annonce mal pour l'Afrique à la Coupe du Monde, parce que là, il va falloir faire le choix entre des nations de qualité qu'on voit en ce moment sur le terrain. Bon, l'Algérie qui s'en est allée précipitamment, mais quand même c'est une équipe qui avait toute la prétention de pouvoir marquer de fort belle manière ce mondial au Qatar. Alors il va falloir choisir entre l'Égypte et le Sénégal, le Cameroun et l'Algérie, le Ghana et le Nigeria. Et ça me fait penser à cette sortie de Patrice Baumel lors de la rencontre. Comme celle-là. Alors, première question, Madi Touré, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tirage? Bon, mais ce que j'ai pensé de ce tirage, comme tout le monde l'a pensé. Mais aujourd'hui, vous l'avez évoqué, c'est vrai que il n'y a pas de distinction. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Égypte est une très grande nation de football, le Sénégal l'est aussi, il y a l'Algérie. Mais malheureusement, c'est comme ça le football. Il faudra choisir 5 continents pour représenter dignement l'Afrique. C'est le sport qui est fait comme ça. Maintenant, c'est à nos dirigeants de voir avec la FIFA, de revoir les quotas des pays africains et aussi essayer de voir, même si aujourd'hui de faire des tirages dirigés pour qu'on puisse avoir des équipes nationales dignes de ce nom qui peuvent nous représenter dans le continent dignement. Alors, Thierno Seydi, le Sénégal affrontera l'Égypte lors de ces éliminatoires. C'est quand même... c'est un match choc, quand même. C'est une rencontre qui s'annonce belle en termes de jeu et de spectacle qu'on aura sur le terrain, mais douloureuse pour l'issue finale. Douloureuse, non, mais c'est le football, hein, c'est le tirage au sort qui porte bien son nom. C'est le tirage au sort, c'était pas un tirage dirigé. Tout à l'heure, je vous ai surpris de dire, je reviens un peu, juste une parenthèse, quand vous dites Nigeria Challenger, on ne peut pas considérer le Nigeria comme challenger, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Bon, quand je vois les tirages tout à l'heure, je me dis qu'il y aura une logique sportive qui va prévaloir.
Hein? Aujourd'hui, vous regardez les nations qui sont présentes, c'est toutes des grandes nations de football. Forcément, il y aura 5 qui vont se mettre à carreau. Qui? Parce que vous regardez la confrontation anglophone, Ghana, Nigeria, ça vaut son pesant d'or, même si le Ghana a raté sa canne. Ça va être un match très très compliqué. Sénégal, Égypte, compliqué. Alors, le second pour moi, c'est l'Algérie-Cameroun. Parce que, honnêtement, je n'aimerais pas être à la place entre une équipe qui a besoin de revenir de revanche et entre une nation camerounaise qui a l'habitude d'aller. Qui a manqué le dernier mondial et qui aujourd'hui, je crois qu'ils reçoivent à l'aller. Mais bon, connaissant, je ne me fais pas de doute parce que je connais la force de cette équipe camerounaise, c'est le mental. Et ils savent, en genre, le jour J, ils savent être là. En tout cas, je souhaite que le meilleur gagne. Mais c'est vrai que Madi Touré avec un point où, à un moment donné, il va falloir revoir le nombre d'équipes. Quand je pense que le continent européen, avec le nombre de pays qu'il y a aujourd'hui, quand je vois le continent sud-américain, il y a un problème de représentativité en termes de nombre d'équipes pour la Coupe du Monde. Mais ça, c'est un combat qu'on doit mener parce que c'est injuste. C'est tout simplement injuste. Aujourd'hui, le football mondial ne peut pas se faire sans les grandes nations du football. Et ça, je pense qu'il va falloir réfléchir dans les années à venir, comment on pourra effectivement augmenter le nombre de qualifiés des nations africaines à la Coupe du Monde. Tout à fait. Alors, Aimé Christian, une réaction sur ce tirage au sort? Oui, c'est un tirage surprenant, mais le terme choc, c'est bien parce que j'ai vu que c'était le titre dans un article cet après-midi. Et quelque part aussi, la star, c'est-à-dire la Covid-19, parce que c'est parce qu'il y a eu la Covid qu'il y a eu tout un bouleversement. Bon, maintenant, il nous reste quelques mois avant le Qatar. Je pense que c'est l'occasion pour créer les bulles. Parce que les histoires de Covid, je pense que quelque part aussi, il y a eu, je ne dirais pas un laxisme. S'il y a des équipes qui n'ont pas eu de Covid, c'est que la bulle était vraiment une vraie bulle. Pas d'accès aux autres. Je me permets de rebondir là-dessus parce qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui dès l'arrivée de la sélection a mis les barrières, pas d'accès à l'hôtel, pas d'accès, les joueurs sont en contact avec personne de l'extérieur et même ils ont un certain dispositif lors des moments obligés par la CAF de rencontres avec les médias ou bien pendant les entraînements. Ça a été vraiment rigoureux au niveau de cette équipe. Moi j'ai eu la chance de visiter la MPS. Ils ont pris un hôtel uniquement à eux justement pour créer cette bulle. Arrivé au masque obligatoire et l'accès aux joueurs était impossible, même parfois pour certains journalistes. Lorsqu'il y a une conférence de presse, c'est juste le coach qui est venu parler alors qu'on attendait peut-être le capitaine à côté de lui, parce qu'il y avait cette bulle-là. Donc, pour la Coupe du Monde, il faudrait prendre des précautions dès maintenant pour que les équipes qui seront qualifiées côté africain puissent prendre toutes les dispositions pour véritablement créer cette bulle et ne pas arriver au Qatar avec des cas où X ou Y sera disqualifié parce qu'il y a la Covid. Bon, concernant maintenant le tirage en tant que tel, c'est un tirage au sort, malheureusement, même si en Europe, ils ont eu des tirages bizarres où ils étaient obligés de reporter parce qu'on craignait qu'il y ait une confrontation entre telle ou telle équipe. Donc, c'est tout dirigé. Ça peut se faire, mais c'est un tirage au sort. Mais que le meilleur gagne. Et en espérant que les équipes africaines qui seront qualifiées pour cette Coupe du Monde puissent se défendre valablement et dépasser les quarts de finale, puisque jusque-là, on n'est pas encore arrivé en demi-finale. Alors, la Covid-19 n'a pas seulement causé de couacs au sein des équipes, mais aussi pour le public. Là, on entre dans le bilan de cette première phase. On a quand même vu, au début de la compétition, mis à part la première sortie entre le Cameroun et le Burkina Faso, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les stades ont été dans un premier temps vides. Et parmi les nombreuses raisons évoquées par les supporters rencontrés dans les rues, j'ai eu personnellement à faire des reportages sur le sujet. La raison pour laquelle ils ne se rendaient pas au stade, c'est parce que le vaccin et un test Covid étaient imposés à l'entrée. Alors, ça a créé une série de rencontres qui n'étaient pas belles à voir à l'écran, certainement pas belles à vivre pour les joueurs sur le terrain en l'absence du public. Yves Chamadeu, au final, on se retrouve à mi-parcours de la phase de groupe avec des stades un peu plus remplis, mais il y a quand même eu cette fausse note dès le départ. Oui, moi je l'avais dit, quand on avait imposé le vaccin pour cette compétition, moi j'étais persuadé ou j'étais sûr que ça ne devait pas faire un plein d'œufs, ou du moins respecter la jauge imposée par la Confédération africaine de football, c'est-à-dire 60% pour les autres matchs et 80% pour le match du Cameroun. Moi je savais, vous savez, avant la Coupe d'Afrique des Nations, on avait essayé de voir la tendance de
la tendance sur l'attitude des Camerounais vis-à-vis du vaccin. On le savait déjà que les Camerounais étaient réticents par rapport à ça. On n'a pas vu vraiment une intensité vers les vaccins. On n'a pas vu des Camerounais très sceptiques par rapport au vaccin. Donc moi je savais que c'était pas la Coupe d'Afrique qui devait pousser les uns les autres à se faire vacciner. Maintenant, au fur et à mesure, il y a eu des décisions qui ont été prises. On a eu une décision venue de la tête de l'État sur les heures de cours pour les élèves, les heures de travail pour les fonctionnaires, du moins pour les entreprises. Ensuite, il y a eu des mécènes qui ont distribué des billets gratuits. Maintenant, est-ce que ces personnes sont dans les stades ont finalement fait les vaccins? On l'espère, oui. Et c'est le cas parce que c'est une règle. Et le contrôle est assez rigoureux. Le contrôle est assez rigoureux. Donc peut-être il y a eu cette motivation d'avoir au moins des billets gratuits et avoir des disponibilités en termes de temps pour se retrouver dans les stades de football. Mais de toute façon, vous savez, une Coupe d'Afrique sans supporters, c'est pas la Coupe d'Afrique. Ça manque de quelque chose. Honnêtement, ça manque de quelque chose parce que c'est l'événement footballistique le plus couru sur le continent parce qu'on n'arrive pas encore à faire vivre les compétitions interclubs en Afrique comme c'est le cas pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quand on rate ça, d'une manière biennale, on a raté le football en Afrique. Donc, je pense que on a déjà su corriger ça sur le plan étatique, c'est-à-dire qu'avec des politiques qui ont permis à ce que les gens remplissent les stades. On a vu le match, par exemple, Côte d'Ivoire. Algérie. On a vu à Bafoussam le match Sénégal-Malawi. C'était vraiment couru, il y avait des gens dans le stade. Pour le match Côte d'Ivoire-Algérie, sur 50 000 places du stade de Japoma, on a eu 30 000 personnes dans le stade. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est ça qui fait le côté festif de cette compétition-là. Et voilà, ce n'est que le bonheur c'est le bonheur qu'on peut avoir de cette compétition. On espère que ça sera ainsi et ça sera uniforme comme ça jusqu'à la finale. Alors Yves Tchamadé, en dehors de la Covid-19, il faut quand même le préciser, vu qu'on a vu après des gens dans le stade, il y avait d'autres facteurs qui avaient forcément empêché certaines personnes de se rendre au stade, notamment la distance des stades. Dans certaines villes, le stade de Japoma qui est dans une zone périphérique dans la ville de Douala, le stade de Kwekong qui est bien loin du centre-ville. Donc on ne pouvait pas comparer forcément la situation à Douala avec le Chan ou la CAN féminine où les stades recevaient dans la zone urbaine où il était plus facile pour un travailleur de sortir du boulot et aller au stade. Et comme vous l'avez dit, il y a eu des mesures qui ont été prises. Des charters dans la ville de Douala par le gouverneur et la mairie pour faciliter l'accès et aussi les horaires. Ça, pas forcément plu à tous les parents, mais les horaires pour les établissements et les lieux de travail pour que les fonctionnaires et aussi les enseignants se rendent plus facilement dans les stades après cela. Alors justement, Aimé Christian, vous avez vécu cette première phase de groupe. Certes, vous étiez à Bafoussam. Comment est-ce que vous avez trouvé en général le déroulement de cette Coupe d'Afrique des Nations? Bafoussam, il y a eu d'abord la surprise de voir le stade de Kwekong pour la première sortie vive, quand on sait que le Sénégal a fait une arrivée en pompe à Bafoussam, accueilli par tous les habitants qui sont venus pour voir Sadio Mané. Oui, j'y étais sans couper Christy. J'y étais avant la compétition. La population de l'Ouest attendait le Sénégal, honnêtement. Je vous assure, j'ai fait un tour au Tajidor, au Tej, côté de Bangou. Tout le monde attendait le Sénégal. Donc moi, je n'ai pas été surpris de la liesse populaire qu'il y a eu à l'arrivée de l'équipe du Sénégal. Bon, après, ils ont pu se rattraper en allant dans les stades au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé, j'ai vu cet engouement également. Malheureusement, le Sénégal a déçu. Le premier match, c'était pas ce que moi j'attendais. Moi, je ne vous le cache pas, j'avais une casquette au Sénégal. Aimé Christian, il y a à côté de vous le Sénégal a déçu. Moi, je m'attendais à voir un Sénégal flamboyant avec un Sadio Mané et tout. Sadio Mané, est-ce qu'il a mal joué? Est-ce qu'il a été verrouillé? Non, ils ont mal joué. Surtout que le terrain était... Le gazon de Kwekong est excellent. Contrairement, quand je voyais les autres gazons, bon, après le gazon de Japon a été rectifié, mais le gazon était... Donc le Sénégal, pour moi, a été une grosse déception. N'eût été ce penalty j'allais dire, dans les temps additionnels, heureusement qui a été inscrit, mais le Sénégal allait être au bord de l'élimination. Idem pour le deuxième match.
Le deuxième match, la première mi-temps, il était un tout petit peu. C'est à la deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Mais franchement, honnêtement, personnellement, et je pense que par la suite, je crois que c'est l'entraîneur ou bien certains joueurs ont reconnu qu'ils avaient très mal joué. Donc, le Sénégal était attendu, mais malheureusement, le Sénégal a déçu. Moi en premier, et puis certains spectateurs. Maintenant, les autres équipes, ceux qui m'ont surpris, c'est le Malawi, surtout le Malawi. Ils étaient très vifs. Et après, j'ai vu un autre match qui n'était pas dans le groupe, c'était le match Burkina-Éthiopie. Les Éthiopiens étaient également vifs comme les Malawi. Et les Malawi, on n'est pas surpris de voir qu'ils ont pratiquement fait jeu égal parce qu'ils ont un système de jeu qui était simple. Ils jouent au football pour le plaisir de jouer au football, surtout pour essayer de gagner le Sénégal. Eux, ils venaient avec cette ambition-là. Alors, Madi Touré et Thierno Sidi vont réagir bien sûr sur le Sénégal. Et comme j'aime bien le suspense, ce sera juste après ceci. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la situation de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Android Sport, supporter numéro 1 du football. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. OneXBet, tout le monde a une chance. Voilà, retour sur ce plateau de Coupe sur la 2 et on parlait justement du Sénégal qui joue son 8e de finale mardi prochain. On en est encore loin et ce sera face au Cap-Vert. Alors, Madi Touré, comment est-ce que vous avez trouvé l'équipe du Sénégal dans cette première phase et surtout, est-ce que vous êtes confiant pour la suite de cette équipe dans la compétition? Bon, avant de parler du Sénégal, je voudrais juste revenir en arrière de quand vous parlez des manques des spectateurs.
Et je lance un appel à nos autorités en Afrique que ça ne sert absolument à rien de construire des stades de 60 000 places. Il faudra faire un stade de 60 000 places pour abriter l'ouverture et la finale, et de faire des stades de miniature de 20 000 places. Et là, on n'aura plus des stades vides. Et ça, c'est un appel que je fais au continent africain. Parlons du Sénégal, c'est vrai, si on regarde le potentiel de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, c'est vrai ce qu'il vient de dire Christian. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que le Sénégal aujourd'hui est attendu partout, vu les matchs qu'il a produits. Et aujourd'hui, c'est décevant. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous devons voir le vrai visage du Sénégal si nous voulons aller en finale, parce que l'attente est quand même très importante pour le peuple sénégalais. Alors, je vous ai peut-être présenté en début de ce programme, mais pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je précise que vous êtes président du Centre Génération Foot, qui est une des références en Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet et surtout nous dire comment est-ce que vous avez pu arriver à être à ce niveau? Bon, c'est à ce niveau-là, si nous sommes arrivés aujourd'hui, nous sommes partis avec une table et 2 ballons. Et le fait aussi d'aller en France à bas âge pour mener mon talent, malheureusement, j'ai une grave blessure. Et que, voilà, j'ai pas eu honte de revenir chez moi, d'apporter mon expertise. Et quand nous avons mis ce projet, mon ami Tierno est là, tout le monde. Et comme je l'ai toujours dit, ne croyez pas à ce projet. Parce que quand nous sommes implantés à Déni Biramdom, c'était des montagnes et personne ne croyait à ce projet. C'est pour dire aujourd'hui à la jeunesse africaine que nous pouvons réussir. Aujourd'hui, le fait de créer Génération Foot, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Sadio Mané, Ismaïla, Pape Matar Sarr, mais avant Pape Matar Sarr, vous savez, aujourd'hui, Landry Ngomou, c'est moi qui est venu le chercher ici dans les années 2005-2006 pour l'amener à Nancy. Et j'ai amené pas mal de jeunes Camerounais. Et je connais bien le Cameroun aujourd'hui. Et ce mental qui ont ces jeunes Camerounais m'ont poussé aussi, parce que Landry fait partie des greniers de Génération Foot. Et aujourd'hui, Génération Foot, il faut avoir la patience. Il faut travailler. Et aujourd'hui, nous savons, nous tous, qu'en Afrique, il y a la tonne et de quintal de bons joueurs. Qu'est-ce qui nous manque? C'est des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons créé Génération Foot. Il y a un lycée où nous les prenons à bas âge, de 12 ans à 18 ans. Vous avez parlé de Sadio Mané. Quand vous regardez la Gambie, vous avez Abdou Diallo, sort de Génération Foot. L'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de prendre le maximum des joueurs africains pour qu'on puisse un jour gagner une Coupe du Monde. Bon, si on me demande, je dirais que mon plus grand souhait, c'est le Sénégal. Mais si demain je vois un pays africain gagner une Coupe du Monde, c'est l'objectif premier. Et je parlerai de Francis de Tadeo, qui est l'un des formateurs en France, qui avait dit auparavant, si demain l'Afrique se concentre à avoir des infrastructures, nous pouvons compter dans les années à venir avec les pays africains. Voilà. Et vous parliez justement de Ismaïla Sarr qui est passé par votre centre et dont vous êtes l'agent à présent. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles du joueur sur sa situation? Écoutez, il était reparti pour continuer sa rééducation, qui se passe très très bien. Bon, dans les jours à venir, normalement, si tout se passe bien, il va retrouver la tanière. Donc, il continue à une canne. J'espère que tout se passera bien pour les 8e. Et puis, bon, on fera tout pour qu'il soit là pour les quarts. Mais bon, ça dépend du staff médical. Alors, tout à l'heure, je citais cette belle kyrielle de joueurs sénégalais dont vous êtes l'agent, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, Crépin Diatta. Mais vous avez été aussi l'agent de certains joueurs camerounais, comme Rigobert Song. Oui, Rigo, parce que en fait, la société pour laquelle je travaille, c'est Mondial Promotion. Mondial Promotion, c'était l'ancienne boîte de feu Pape Diouf, qui a été mon mentor, avec qui j'ai commencé ce métier-là, et qui parlait de Mondial Promotion à l'époque, forcément, faisait référence au Cameroun, parce que François, vous n'ignorez pas que Mondial Promotion a été créé avec
l'apport de Joseph Antoine Bell, qui avait accompagné Pape Diouf à ses débuts. Donc, on a toujours beaucoup travaillé avec les Camerounais, Jo, Rigo après, Modeste Mbami Feu, Marc Villon-Feuille. Et je pense que la reconnaissance de la patte de Mondial Promotion était pratiquement orientée vers le Cameroun. Après, derrière, les Sénégalais sont venus, mais c'est vrai que nos premiers grands jours, c'était les Camerounais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes plus si présent sur Non, on est toujours là. On est toujours là. Simplement, après, le métier a fondamentalement changé, le métier d'agent aujourd'hui. Vous savez, avant, il n'y en avait pas beaucoup d'agents. Aujourd'hui, il y a des pléiades d'agents. Même si, il y a des vrais, il y a des encore soi-disant. Bon, je n'aime pas critiquer parce qu'on fait le même métier, peut-être qu'on le fait différemment. Moi, j'ai la prétention de dire que je fais ce métier avec certaines valeurs qui m'ont été inculquées par mon mentor Pape Diouf, qui fait que, oui, on fait le même métier, mais on le fait différemment, avec des valeurs, avec des certitudes. Après, puis il faut dire que le métier a fondamentalement changé parce qu'il y a aussi l'incrustation des parents. Aujourd'hui, c'est un métier très très difficile et même, je me dirais, dans les années à venir, qui va peut-être disparaître parce que ces sources de conflits, c'est très compliqué aujourd'hui. Avant, vous avez un joueur, il vous fait confiance toute sa carrière, vous cheminez avec lui. Aujourd'hui, on va voir, je ne sais pas si on retrouvera encore des relations Cristiano Seydi, Didier Drogba, du début jusqu'à la fin, je ne suis pas sûr, parce qu'on en voit de moins en moins, mais c'est comme ça. C'est les choses qui évoluent dans ce sens-là, il faut faire avec. Mais le Cameroun a toujours été, on a une base affective sur le Cameroun. Alors j'aime bien le dire que cette émission, et bref, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le rendez-vous des enfants du continent. Il y a une question que j'aimerais bien vous poser à tous les quatre, messieurs. Quelle est l'image que vous avez du football africain présentement et dans 10 ans, ou à quel niveau vous voyez le football africain décoller ou bien toujours dans cette sorte d'errement qu'on décrit à présent? Non, le football africain, quoi qu'on puisse dire, a décollé, a vachement progressé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, regardons les championnats européens qui les jouent, c'est les joueurs africains. C'est à nous, les Africains, que nous devons prendre nos courages à deux mains, de travailler main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, en tant que président fondateur de Génération Foot, nous sommes partis avec une table et 2 ballons. Aujourd'hui, les infrastructures que nous avons à Génération Foot, nous avons rien à envier à aucun club européen. Parce que, je vous donne un exemple, le jeune aujourd'hui, Pape Matar Sarr, je vais prendre l'exemple de Pape Matar Sarr. Il est parti à Metz à 18 ans. Il a joué d'emblée en première division. Il a été transféré pour 17 millions d'euros. Ismaël Sarr a été transféré pour 17 millions d'euros. Quand nous regardons l'FC Metz et Génération Foot dans les 10 ans, Metz a vendu pour 80 millions d'euros. C'est pour vous dire aujourd'hui que c'est à nous de multiplier les centres de formation et qu'on puisse aujourd'hui mettre ces jeunes dans de meilleures conditions. Et le football aujourd'hui africain, maintenant comme Samuel Eto'o, vous l'avez vu à l'époque, quand il partait de la brasserie, il n'avait pas aujourd'hui, je dirais, formé comme il doit l'être. Mais Sadio, post-formation. Sadio Mané, aujourd'hui, quand il y a 4 ans, j'ai dit que Messi et Neymar n'étaient pas plus forts que Sadio Mané, mais en Angleterre, ça fait un tollé. Mais 2 ans plus tard, Sadio a failli gagner le Ballon d'Or européen. C'est pour vous dire, aujourd'hui, c'est nos jeunes aussi, si on l'a dit, qui est cette mobilisation générale pour forger l'image de l'Afrique. C'est quoi? C'est de multiplier ces infrastructures. En tout cas, pour ma part, l'Afrique a largement progressé. Et dans les années à venir, aujourd'hui, comme on a l'habitude de dire, en France, maintenant, ils savent pertinemment, ils vont compter avec les clubs africains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'externiser leur centre de formation en Afrique. Parce qu'ils savent maintenant qu'il n'y a plus de joueurs. Donc les années à venir, j'ai bon espoir que le football africain ira très très loin. Le problème du football africain, c'est d'abord un problème de gouvernance. Parce que ça, c'est le gros problème. Il faut que ça suive à tous les niveaux. Au niveau étatique, au niveau des confédérations, des fédérations. Alors, le jour qu'on aura réglé le problème de bonne gouvernance, le talent, on l'a, c'est inné, le talent.
On a encore la chance en Afrique d'avoir de l'espace où les enfants jouent de manière naturelle. Le second gros problème, c'est les infrastructures. Et il a parlé tantôt des générations foot, parce que pour moi, c'est l'exemple type du modèle à suivre. Je ne le dis pas parce que c'est mon ami, je ne le dis pas parce que je viens du Sénégal. J'ai la chance d'avoir bougé dans le continent, parce que je travaille avec beaucoup de joueurs d'origine différente. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi aujourd'hui on parle des générations foot? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un programme qui a été mis en place et il a déroulé son plan. D'abord les infrastructures, et mettre les enfants dans les bonnes conditions et les faire travailler. À un moment donné, les clubs européens, ils le savent. Ils viennent en Afrique. Regardez les championnats. C'est toi des joueurs africains qui viennent d'Afrique ou c'est des enfants d'origine africaine qui sont formés là-bas. Et aujourd'hui, c'est un processus inéluctable. Ça me rappelle la NBA il y a quelques années. On ne peut pas faire le football mondial sans le football africain. Là, c'est à nous de prendre conscience des moyens et de la valeur qu'on a pour essayer d'équipe. Mais surtout, la gouvernance est très importante pour le futur du football africain. Alors, Aimé Christian. Je suis parfaitement d'accord. D'abord, bravo à Madi. Je le connaissais sans le connaître, parce que je connais Génération Foot, d'ailleurs leur logo, et c'est ça qui fait l'aspect africain. C'est pas, c'est la carte de l'Afrique, Génération Foot, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes toujours dans le championnat. Bien sûr. Voilà. Donc quand je suis arrivé à Dakar, j'ai entendu parler de Génération Foot. J'ai dit, bon, le nom qu'on a donné, ça doit être quelque chose, dans un centre de formation. J'ai fouillé sur Internet, effectivement, et ça m'a fait penser à Sol Béni. Mais la différence de Sol Béni, c'était venu de l'extérieur. De l'Europe, alors que là, je pense que c'est ça, la gouvernance dont tu parles, c'est ça. C'est un exemple de gouvernance à partir de 2 ballons, une table, et puis, paf, ça a décollé. Maintenant, on a des infrastructures, ce que je vois à Génération Foot, c'est extraordinaire. Maintenant, je comprends mieux d'où ça vient. Donc, si tous les Africains avaient cette vision, et je me réjouis, c'est pas parce qu'on est au Cameroun, je me réjouis que Eto'o soit devenu président de la fédération. Bien sûr. Parce que c'est ce genre de mentalité, de mental qui puisse amener à une bonne gouvernance. Parce que tant qu'on n'a pas cette bonne gouvernance, la plupart des fédérations existent, ils ont même parfois beaucoup de moyens, mais comme c'est très mal géré, ça se répercute sur les équipes, et puis voilà, on a toute cette chienlit avant les différentes compétitions, les questions de primes, les questions de stade, ainsi de suite. Et bien sûr les infrastructures. Je donne l'exemple de mon pays. On avait un stade de 20 000 places qui a été construit à pratiquement 15 ans aujourd'hui. Mais on a joué tous nos matchs éliminatoires ici au Cameroun parce que le stade a été abandonné, mal entretenu, ainsi de suite. Et alors qu'on a battu l'Algérie une fois, on a battu l'Égypte une fois chez eux, on a battu le Nigeria récemment. Donc le potentiel existe, mais comme c'est très mal gouverné, et on a ces mauvais résultats. Donc je pense qu'il faut plutôt aller sur cette piste de ce genre de structure et le fidéliser et donner comme exemple un peu partout. Sol Béni, ça a bien progressé. On a eu toute cette génération de joueurs, des Kolo Touré. Et puis après, bon, on n'entend plus beaucoup parler. Mais maintenant, Génération Foot, je pense qu'il faut absolument, comme c'est le logo de l'Afrique qui est là, ça doit être quelque chose qui doit être porté, panafricain, qui doit être porté jusqu'au niveau politique. Parce qu'on voit parfois les gens de l'Union africaine, il y a plein de réunions, on ne parle pas beaucoup de sport. On ne donne pas beaucoup de moyens dans ce genre de structure, alors que ça devait être une structure qui devait être vraiment viabilisée, partagée à tout le monde, faire des tours, comme au niveau du basket, tu parles de NBA, vous avez vu, ils ont mis en place maintenant une structure africaine, où ce sont des joueurs d'origine africaine ou bien des Afro-Américains qui viennent maintenant en Afrique pour développer tous ces talents-là. Donc je pense qu'il faudrait que le football aille dans cette direction. Et s'il y a beaucoup de Eto'o à la tête des fédérations africaines, je pense qu'on va décoller. On pourra gagner une Coupe du Monde. Moi, je suis certain. Alors, Yves Chamadé, en 30 secondes, vu qu'on a l'impression que presque tout a été dit. Je corrobore ce qu'il y a dit sur ce plateau. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est cette ingérence politique qui tue un peu le football. Je pense qu'il faut que le politique laisse que ceux qui sont sur les affaires du foot gèrent le foot. Parce que c'est ça parfois qui tue le foot. C'est qu'après, il y a de bonnes idées aussi sur le plan fédéral, il y a une bonne politique. Mais après l'ingérence politique, il y a une bonne politique managériale, j'allais dire. Maintenant, après l'ingérence politicienne, il faut le dire, vient tuer un peu et ça n'aide pas le développement de ce football africain. Maintenant, l'autre chose que j'allais ajouter, c'est qu'il faut qu'on ait des institutions fortes à la tête de nos fédérations et de notre confédération. Parce que tout ce qui a été dit, c'est vrai,
les footballeurs africains aujourd'hui animent les championnats européens inéluctablement et indéniablement. C'est-à-dire que même en termes de talent, en termes de potentiel, je crois que c'est pour ça que Patrice Baumel, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, disait il est quand même inadmissible que ceux-là qui font la part belle des championnats européens n'arrivent pas à avoir un très bon quota de participation en Coupe du Monde. C'était ça la réelle question. Maintenant, pour moi, je pense qu'il faut qu'on essaye de ramener ça sur le plan africain. Il faut qu'on anime vraiment le football sur le plan africain. Il faut qu'on ait vraiment des compétitions africaines aussi festives que la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand on n'a pas la Coupe d'Afrique des Nations, le football africain, il meurt pratiquement sur le plan de l'animation. Ça ne vit pas. Les championnats n'ont pas un niveau. On ne ressent réellement pas. Donc même que ce soit la Ligue des champions africaine, que ce soit la Coupe de la... Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Contrairement à l'Europe, vous allez voir qu'une compétition comme la Ligue des champions a pratiquement le même poids sur le plan festif que l'Euro. Par exemple, que ce soit l'Europa League, vous voyez qu'il développe, il y a eu la Ligue Conférence qui a été créée, il développe des choses. Donc il faut vraiment qu'on développe des actions en Afrique qui vont faire vivre le football sur le plan local, sans toutefois toujours attendre que les sélections nationales viennent animer ce football local. Il faut que nous, sur le plan continental, et ça c'est la responsabilité de la Confédération africaine de football, à travers ces différentes fédérations des parties prenantes, pour que ce football vive sur le plan local et qu'on arrête de dépendre toujours de la Starmania ou encore des footballeurs africains qui n'évoluent que dans les clubs européens. On peut se réjouir déjà parce que tout récemment, je crois que c'était la semaine dernière, le président de la CAF, Patrice Motsepe, lors de la rencontre de l'UNIFAC ici à Douala, a assuré que lui, son effort serait de rendre les fédérations plus fortes. On a parlé de la fédération tchadienne et d'autres fédérations qui justement veulent constituer la force du football africain. Alors je crois que tous les téléspectateurs de Coupe sur la 2 seront d'accord ce soir que au-delà de l'analyse sur le journal et un peu plus loin, et je vous remercie messieurs pour ces brillantes interventions. On le sait, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la fête du football africain et on ne doit pas juste rester sur les aires de jeu mais élever un peu plus la réflexion pour voir une prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on est déjà en plein dans une belle fête encore plus belle, et les autres compétitions comme vous l'avez dit Yves Tchamadeu. Alors je ne vais pas vous laisser partir, on était sur du très sérieux, on va aller juste sur des pronostics avant de se séparer, et surtout pour les millions de téléspectateurs qui nous attendent aussi pour placer des paris ou autre chose. Votre pronostic pour la finale de cette compétition, quelle est l'équipe que vous voyez bien soulever le trophée? Bon, je peux continuer avec, je pense que je peux juste prendre la réponse d'Aimé Christian, elle sera la plus sincère ce soir, parce que là j'ai Cameroun, Sénégal et Sénégal. Aimé Christian, tu es écouté par le public, par les Africains. C'est toi qui détiens la réponse de ce soir, la réponse du siècle. Je me lance. Mais honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois le Nigeria très loin. Le Cameroun a démarré doucement. Moi, je vois Cameroun-Nigeria. Mais qui va gagner? Est-ce que c'est le Cameroun ou est-ce que c'est le Nigeria? Ça, c'est autre chose. Non. On ne peut pas parler alors. Ah non. Je vois la finale Cameroun-Nigeria. Le pronostic n'est pas le cœur. Et si je dis c'est Sénégal-Nigeria? Les Camerounais vont pas. Donc je dirais Sénégal-Cameroun. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je ne serais pas original. Oui, Sénégal-Cameroun. Et puis ça me rappelle de la CAN 2002. Vous nous avez mis dans la sauce, là on va vous remettre dans le Mongo Chobi. Et voilà, merci messieurs. On a passé un très bon moment. Alors demain, on le rappelle, les rencontres 8e de finale, ce sera le Burkina face au Gabon à 17h et ce sera du côté de Limbé et Garoua. Le Roundé Adja Stadium accueillera la rencontre entre le Nigeria et la Tunisie. Demain, pour Coupe sur la 2, vous retrouverez Jacques-Marcel Itiga et d'autres invités pour le débriefing des rencontres de la journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement, certainement sur le terrain, mais d'ici là, on s'écane. Bonsoir à vous. Merci. Moi, c'est bien. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté.
supporter numéro 1 du football. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tongi, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tongi, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. OneXBet, tout le monde a une chance.